Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série Terroir gourmand, nous partons en Provence, sillonner le pays d'Aix. Nous retrouverons Alexis pour découvrir la préparation des calissons et Nathalie partagera avec nous sa passion pour les chèvres du Rove. Du miel de lavande aux amandes, nous dégusterons les saveurs de ces terres baignées de soleil. Je vous laisse apprécier les saveurs chaleureuses de la Provence et je retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pays d'Aix s'étend du nord au sud, du pays d'Aigues à la région marseillaise et d'est en ouest de la plaine de la Crau au Brignolet. Le pays d'Aix se distingue par ses champs de lavande entrecoupés de cyprès et d'oliviers au pied de la colline Sainte-Victoire, tant chérie par le peintre impressionniste Paul Cézanne. En son cœur, la ville d'Aix-en-Provence arbore fièrement ses façades colorées, ses fontaines et ses places qui en font un lieu propice au tourisme et à la détente. Les reliefs de ce pays, balayés par le Mistral où résonne en été le chant des cigales, se prêtent à la culture des amandes, de légumes d'antan et à la fabrication de fromage. À quelques encablures de la ville d'Aix-en-Provence, dans la petite commune de Puy-Ricard, Hassan prend soin de ses amandiers depuis plus de 8 ans. Avant, je faisais de la culture intensive de blé, luzerne, betterave, dans le nord, du côté de Reims, qui est une très belle région aussi. Et par mariage, je me suis marié avec ma femme qui est marseillaise. Et j'ai choisi justement de venir dans un super beau climat et une belle région. Si aujourd'hui la région d'Aix-en-Provence est plus connue pour ses vignobles, la culture de l'amande, elle, est ancestrale. Importée par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle a été cultivée jusqu'au début du 20e. L'amande de Provence fut peu à peu délaissée en faveur du marché californien, plus rentable. Mais aujourd'hui, quelques irréductibles souhaitent redonner au terroir provençal ses lettres de noblesse. L'amande demande un terrain assez aride. Il faut que ça soit calcaire, rocailleux, parce que la terre n'a pas besoin d'être si riche que ça. Et il faut qu'il y ait du vent, de la lumière, du soleil. Il faut qu'il y ait de la chaleur en période d'été et pas mal de froid. Et ici, il fait froid l'hiver. Là, apparemment, ça tient bien. D'accord. Tout au long de l'année, Hassan demeure attentif aux différents changements de climat qui pourraient influencer la santé de ses arbres grâce à cette machine de mesure. Cet appareil, qui est relié avec des gaines ici sur la charpentière, fait des relevés à chaque fois que le système racinaire se met à pomper l'eau qu'il y a sous terre. Quand je le nourris en oligo-éléments, en bore et en zinc, c'est des apports que je lui donne pour justement qu'il soit vitaminé, qu'il soit en forme et qu'il soit, quand il est attaqué par des insectes ou des champignons, eh ben il résiste. Hassan ne veut pas traiter ses amandiers avec des pesticides. Pour protéger ses cultures, il laisse ce que beaucoup appelleraient les mauvaises herbes pousser. Il espère ainsi pouvoir passer en agriculture biologique d'ici quelques années. On voit, il y a juste là, il y a des papillons qui, tiens, t'en as un là, qui butinent. Et donc il y a une régulation, un équilibre naturel qui se fait. Et donc il n'y a pas de ravageurs qui s'installent. Pour en arriver là, il aura fallu à Hassan toute une année de travail. En hiver, d'octobre à janvier, il prend un soin particulier à tailler ses arbres et à leur apporter de l'engrais. En février, les premiers bourgeons apparaissent. Lorsqu'ils sont en fleurs, Hassan contacte un apiculteur pour qu'il vienne déposer des ruches et ainsi favoriser une pollinisation naturelle. Les premières amandes arrivent en avril et mûrissent jusqu'en septembre où elles sont récoltées. L'amande, je vois que la peau est belle, l'amande n'est pas fripée, donc elle a eu pas mal d'eau et je vais goûter.
très bonne. Elle est goûteuse, elle est sucrée. Ça veut dire que l'arbre est en bonne santé. Autrefois ramassées à la main, les amandes sont aujourd'hui récupérées à l'aide d'une machine. Je mets le tronc, je positionne le tronc de l'arbre ici. Et ensuite, je déploie le parasol, une sorte de parasol à l'envers qui se déploie autour de l'arbre, autour de la frondaison des arbres. Et là, je secoue l'arbre, les amandes tombent et elles sont récupérées par une vis qui est ici, qui l'emmène dans la trémie. Et ensuite, je vide le contenu dans un palox, une caisse. Chaque année, Hassan récolte entre 1,8 tonne et 2,5 tonnes par hectare. Une fois la coque enlevée, il ne reste seulement que 30% d'amandons commercialisables. Dans un premier temps, on ramasse, on fait la récolte avec la machine. Ensuite, on fait sécher l'amande en coque dans un séchoir que nous avons ici. Et la troisième étape, on les envoie dans une casserie pour récupérer l'amandon. Et ensuite, elle est redistribuée à tous nos clients. En fait, c'est les pâtissiers, les confiseries et puis les calissons en Provence. Et elle est même exportée partout dans le monde, même au Japon. L'amande est l'ingrédient principal des calissons, la gourmandise aixoise par excellence. Un savoir-faire traditionnel qui perdure et se renouvelle dans le temps. En forme de sourire et apprécié sur les tables de la région, le calisson d'Aix est une tradition vieille de plus de 500 ans. Le roi René, il était comte de Provence, duc d'Anjou, roi de Naples et de Jérusalem. Et il a épousé en 1454 la reine Jeanne de Laval. Elle était très belle, mais très austère, elle ne souriait jamais. Et du coup, le confiseur du roi a créé un nouveau dessert pour le repas de noces. Et là, quand elle l'a goûté, au miracle, elle a souri. Du coup, la cour du roi René s'est émue de ce sourire en demandant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le roi nous aurait répondu « Di calinsun », ce sont des câlins en provençal, qui veulent dire donc les câlins. Et la forme du calisson serait depuis le sourire de la reine Jeanne. Mais avant de pouvoir déguster cette confiserie, le savoir-faire doit être respecté. Maxime, bien. Autrefois façonnés à la main, c'est aujourd'hui dans cette confiserie mécanisée que les calissons voient le jour. Sa matière première principale, c'est l'amande. Et c'est une amande qui est émondée, entière, sèche en partie. C'est ce que Maxime vient de mettre ici devant vous. Et ensuite, une partie va être échaudée dans cette machine qui est un échaudeur, un espèce d'immense bain-marie qui va réhydrater l'amande grâce à de la vapeur d'eau chaude. Les calissons d'Aix sont composés d'un tiers d'amande, un tiers de melon et d'orange confit et un tiers de sirop de sucre. Une fois les ingrédients mélangés, la pâte doit reposer pendant 3 jours avant de passer dans les moules pour revêtir la fameuse forme de sourire. C'est physique, elle a découpé tout ça et elle va la prendre et remplir sa calissonneuse qui est la machine. Une fois que ça sera fait, elle va pouvoir commencer à façonner face à sa collègue. Donc on va assembler les 3 couches qui sont le pain azime, la feuille d'hostie qui est dessous, la pâte et ensuite le glaçage royal qui va recouvrir et lisser. Une fois confectionnés, ils passent au four pendant 10 minutes à 160 degrés afin de faire sécher le glaçage royal et de déshydrater la pâte de calisson. Vient ensuite la mise en boîte et là, pas question de voir un homme à la manœuvre. Traditionnellement, dans le calisson d'Aix, les hommes sont au pétrin, ils préparent la pâte et les femmes façonnent et vont jusqu'au conditionnement. Elles sont meilleures que nous sur la longueur. Un calisson traditionnel doit faire entre 4 et 6 cm et environ 10 grammes. Si la recette tient une place centrale dans la production, d'autres saveurs ont été créées avec le temps pour faire perdurer et évoluer ce savoir ancestral. Il y a désormais les calissons à la menthe douce ou à la cerise amarena. Si dans le pays d'Aix, les calissons sont incontournables, il existe un autre mets qui se distingue, le miel de lavande. Ce matin, Jean-Marc vient de récupérer sa récolte de miel. Il apprend à composer avec la nature pour tenter d'obtenir le meilleur nectar possible.
Donc on n'a pas une grosse exploitation, ce qui nous permet de garder des principes d'extraction encore anciens, j'allais dire ancestral, c'est exagéré, mais disons anciens, et donc où je ne cherche pas la rapidité et la productivité. Après avoir butiné les champs de lavande du mois de juin au mois d'août, les abeilles ont maintenant terminé leur travail pour que Jean-Marc commence le sien. Désopercule les cadres de miel. Donc l'opercule, c'est l'abeille qui est venue donc fermer avec une pellicule de cire, à l'image de nos grands-mères qui mettaient de la paraffine sur les pots de confiture voilà, pour la conservation. Donc naturellement dans la ruche, un cadre comme ça, il peut se conserver plusieurs années. Une fois la désoperculation terminée, Jean-Marc peut installer les cadres dans la centrifugeuse afin d'extraire le miel. Non, dans toutes les étapes, là, il n'y a aucun additif. Je récolte à la brosse. J'ai un système d'extraction un peu lent. Mais bon, c'est un peu mon rythme aussi qui veut ça, quoi. On ouvre les vannes et le miel coule. Donc là, le miel va être filtré. Bon, c'est toujours une opération à froid, il n'y a aucune opération à chaud. Il est filtré une première fois et ensuite je vais le mettre dans la grande cuve. On va le laisser reposer, on appelle ça donc maturer. Voilà, on va le laisser quelques jours avant de pouvoir le tirer en pot. Donc... Jean-Marc goûte le miel tel un vin pour être sûr que son goût corresponde à ses attentes. Voilà, là on est dans un miel de lavande où on sent bien cette acidité typique, ce saveur fruitée, et puis cette longueur en bouche qui permet de déterminer que c'est un bon miel de lavande. Chaque année, Jean-Marc produit entre 2 et 3 tonnes de miel de lavande. Et bien qu'il fasse perdurer cette tradition, il doit faire face à plusieurs fléaux. On a d'abord le varroa qui est depuis 30 ans comme un pou qui se met sur l'abeille, sur toute la vie de l'abeille. Et puis on a aussi le frelon asiatique. Et après, bien sûr, on a tous ces néonicotinoïdes, tous les problèmes de pollution et qui détruisent encore nos ruches. Mais malgré ces difficultés, Jean-Marc ne se voit pas faire autre chose et trouve son équilibre. Le gros plaisir de ce métier, c'est de voir un petit peu l'évolution d'une ruche qu'on va trouver sortir moribonde en fin d'hiver, de la développer jusqu'à la mener à la production de miel, quoi. Et après, bien sûr, le plaisir d'ouvrir la ruche et de voir tous ces trésors, parce qu'on peut dire que le miel, c'est de l'or, quoi. Les paysages du pays d'Aix sont rocailleux et arides. La chaleur estivale et les températures hivernales demandent une adaptation souple à ce terroir. Des caractéristiques auxquelles les chèvres du Rove répondent parfaitement. Allez les louloutes, on y va. À quelques kilomètres de la petite commune de Tretz, Nathalie, aidée par Antoine, part faire pâturer ses 150 chèvres dans la garrigue. De début mars à fin décembre, les chèvres profitent tous les jours du soleil, du mistral et de la nourriture que le pays d'Aix leur offre. C'est une chèvre qui est quand même assez haute sur pattes. Elle a des mamelles qui sont aussi hautes, donc elle a moins de risque de se les abîmer. Les cornes en forme de lyre lui servent aussi à s'ouvrir des passages, écarter les passages dans des endroits assez broussailleux. Elle grimpe aux arbres. La chèvre du Rove descendrait d'une race venue de Mésopotamie, d'Anatolie et de Grèce et aurait été importée par les Phéniciens dans l'Antiquité. Elle servait autrefois à accompagner les troupeaux de moutons en pâturage afin de fournir quotidiennement les éleveurs en lait. Mais à cause de son faible rendement laitier, elle a failli disparaître. Aujourd'hui, passée d'espèces en voie d'extinction à espèces menacées, elle comptabilise près de 14 000 femelles en France. Allez, derrière. Donc il y a une légende qui dit, une jolie légende qui dit qu'elles sont arrivées par bateau et que le bateau a coulé et qu'elles se sont retrouvées à Marseille et dans un endroit qui ne leur plaisait pas du tout. Et donc elles ont marché dans les collines de Marseille, elles sont arrivées au Rove. Bon, je résume, hein. Et elles s'y sont plus, elles se sont développées. Voilà. Mais ça reste, de par la quantité de lait qu'elle fait, ça reste quand même une race qui est menacée. Fenouil, viens là. Nathalie n'a pas toujours été éleveuse. Auparavant responsable d'un service client dans une blanchisserie industrielle, elle a décidé il y a 6 ans de réaliser un rêve d'enfant en reprenant cet élevage caprin.
Du moment où le déclic s'est fait, il a fallu faire les formations, se renseigner, découvrir un monde qu'on ne connaît pas et échapper un peu au déboire des gens qui ne croient pas en votre projet parce que vous êtes trop vieux, vous êtes une femme et c'est compliqué et c'est pas un métier facile, donc on vous prend un peu de haut et puis on insiste, on mord et on lâche pas parce qu'on veut faire que ça et puis à un moment donné tous les rouages s'enchaînent et puis on est au bord du précipice et puis il faut y aller quoi. Donc on y va, on saute. La période de la traite se situe entre début mars et fin septembre. Elle conditionne de ce fait la période de fabrication des fromages. Nathalie passe chaque jour 2 heures à traire ses chèvres. Et en cette fin de saison, elle donne moins de lait. Encore 2-3 semaines de traite et puis on s'arrête. Elles sont pleines, elles ont été saillies et leur corps, comme nous, ne leur permet pas de fabriquer un bébé et de faire du lait en même temps. C'est pas très bon pour elles. Avec 1 litre de lait récupéré par chèvre et par jour, la production de Nathalie est réduite. Il ne faut donc pas perdre une minute dans le processus de fabrication. Maintenant, après la traite, il faut filtrer le lait pour le débarrasser de toute impureté, poussière, poils, mouches, ça peut arriver. Et le faire le plus vite possible pour pas qu'il refroidisse trop, ce qui empêcherait le lait de bien filtrer et qui perturberait un peu l'emprésurage. Une fois la présure ajoutée à raison de 5 ml pour 10 litres de lait frais, Nathalie a un petit secret pour accélérer l'emprésurage. Je rajoute également le petit lait des fromages de la veille qui est chargé de flore bactérienne et qui va me permettre d'accélérer un petit peu le caillage. Et je mets à cailler à 21 degrés. Pas plus, pas moins. Nathalie moule ensuite les fromages, puis les laisse égoutter pendant une journée complète. Ils seront alors prêts à être démoulés. C'est la façon la plus simple de faire un fromage de chèvre. C'est un fromage qui est lactique, qui se fait simplement à base de présure et de petit lait, tout simplement. Le lait caille, on l'égoutte, on le moule, on le retourne, on le démoule, on le vend. Voilà. Donc cette grille, ensuite, je la dépose sur ce chariot-là. Les fromages peuvent être vendus pendant 24 heures après leur fabrication, mais aussi être affinés pendant 4 mois. Entre-temps, Nathalie les surveille de près pour ne rien laisser au hasard. Donc une fois que j'ai démoulé les fromages, je vais tous les retourner un par un à la main. Pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai besoin personnellement de les toucher pour savoir où ils en sont au niveau de leur affinage. Et ensuite, et surtout, pour pas qu'ils restent sur la même face et sur la même grille trop longtemps. Nathalie pourra commercialiser ses fromages jusqu'à fin octobre. Puis les chèvres resteront au calme jusqu'en février, le temps de mettre bas et de recommencer une nouvelle saison. Le pays d'Aix est baigné de soleil. Ainsi, tomates, courgettes et aubergines arborent les saveurs et les couleurs du Sud. Des caractéristiques qui leur valent l'appellation de légumes du soleil. Depuis près de 20 ans, sur les terres de ses parents, Eric et sa compagne cultivent leurs légumes avec amour. Le but, c'est d'avoir des légumes qui soient sains, qui soient frais, bien sûr, et que quand on peut les vendre sur un marché, les gens sont satisfaits de découvrir des légumes dans lesquels ils retrouvent des saveurs, comme s'ils avaient le potager des parents il y a 40 ans en arrière, et ça, c'est toujours très agréable. Pour Eric, pas question de cultiver n'importe quoi. Il se concentre uniquement sur les légumes du soleil, du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. On peut commencer à avoir des bumets, des courgettes, des tomates, des aubergines, des poivrons, donc tous les légumes qui dans notre région font la ratatouille. Alors là, je ramasse mes courgettes et c'est un légume qu'il faut passer tous les jours parce qu'elles grossissent beaucoup. Et surtout si en cette saison les journées sont un peu plus courtes, mais en plein été, juillet, août, c'est des périodes où il faut les passer tous les jours, voire même parfois 2 fois par jour. Sur ses 2,5 hectares, Eric cultive 25 variétés de légumes différentes. Certaines sont plus connues que d'autres, comme les laitues, mais Eric s'applique à cultiver celles d'antan, comme
comme le pâtisson. C'est un légume qu'on peut considérer comme un légume du soleil parce que ça a une forme qui est quand même assez sympa. C'est un mélange entre une courge et une courgette. Donc ça annonce la fin de l'été. C'est un légume qui va se manger farci à la viande ou farci avec une sauce, juste une sauce tomate. Donc voilà, il y a pas mal de manières de le cuisiner. Pour écouler leur récolte, Eric et sa femme ont décidé de rejoindre une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je te laisse ramasser les salades pour le marché de demain matin. Oui. Et moi, je vais livrer tout ça à l'AMAP. Allez. À tout à l'heure. Les 25 adhérents de l'association passent un contrat annuel avec les producteurs, leur permettant d'obtenir des légumes et des produits de saison. Il faut que tu prennes les légumes qui sont marqués là. Tout ce qui est marqué là, il faut que tu le prennes. Et en un seul coup dans le plateau, tu dois tout mettre d'un coup. Les adhérents s'engagent à venir récupérer un panier de légumes toutes les semaines. Donc panier qu'on a élaboré sur l'exploitation. Et ils ont en plus la possibilité d'avoir des produits complémentaires d'autres producteurs de la région. On ne va pas parler en termes de poids, on va parler en termes de prix. On a un prix panier qui tourne aux alentours de 25 € avec la vingtaine de produits qu'on peut avoir en été et la vingtaine de produits qu'on peut avoir en hiver. Pommes de terre, aubergines, on a fait courgettes, courges, spaghettis, tomates. Tu as pris les oignons ou pas? On a une relation avec le producteur direct, donc on peut parler du produit, pourquoi il y en a moins cette fois-ci. Ça fait moins plastique que quand on achète au supermarché, moins artificiel. Ça nous motive à continuer parce qu'on a de plus en plus de demandes sur cette AMAP et ça nous permettra de voir l'évolution sur les légumes biologiques qui remplaceront sans doute un jour les légumes en agriculture conventionnelle. Bercé par le Mistral, à l'ombre des amandiers ou sous les pans ensoleillés de la montagne Sainte-Victoire, le pays d'Aix n'a peut-être pas encore dévoilé tous ses secrets. Mais ses habitants, riches de savoir-faire ancestraux, ont encore de beaux jours devant eux pour profiter des 1001 saveurs offertes par leur région. Aujourd'hui, je vous propose un rouget barbet, amandes, compoté de coin et jeunes poireaux. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 rougets écaillés de 400 g chacun, 2 bottes de jeunes poireaux, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une petite branche de thym frais. Pour la vinaigrette aux amandes, 100 g d'amandes, l'idéal c'est qu'elles soient fraîches, 50 g de réfort en pâte, 70 g d'huile d'olive, un demi-citron, une demi-botte de ciboulette, fleur de sel, poivre de Sarawak. Pour la compotée de coin, 2 beaux coins, une tige de citronnelle, 50 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Levez et désarrêtez les filets de rouget réservés au frais. Pour la compotée de coin, coupez la citronnelle en 2, dans la longueur, et les coins épluchés en morceaux. Dans une petite sauteuse, faire suer la citronnelle avec le beurre sans coloration. Ajoutez les coins et mettre à cuire à couvert à feu très doux. Les coins ne doivent pas colorer, rajoutez un petit peu d'eau si nécessaire. Après 30-35 minutes de cuisson, lorsque les coins compotent, retirez la citronnelle, écrasez légèrement les coins à l'aide d'une fourchette, rectifiez l'assaisonnement, ajoutez l'huile d'olive, réservez. Pour la vinaigrette aux amandes, émincez grossièrement les amandes et les mélangez avec le réfort en pâte, l'huile d'olive et le jus de citron. Ciselez la ciboulette et l'ajoutez à la vinaigrette. Puis, rectifiez l'assaisonnement avec la fleur de sel et le poivre de Sarawak. Réservé. Pour la garniture, blanchir les jeunes poireaux en les plongeant dans de l'eau bouillante salée et en les rafraîchissant immédiatement dans une eau glacée. Les égoutter sur un papier absorbant. Les mettre mariner dans la vinaigrette aux amandes. Laisser à température ambiante avant de servir. Pour la cuisson des rougets, avec un filet d'huile d'olive et une petite branche de thym, poêlez les filets de rouget côté peau. Quand les filets ont blanchi jusqu'à moitié de leur épaisseur, arrêtez la cuisson et réservez côté chair.
Si votre poêle n'est pas complètement anti-adhésive, posez dans le fond du papier sulfurisé afin que votre poisson n'attache pas. Pour le dressage, dans une assiette, déposez une belle cuillère de compoté de coin, les filets de rouget par-dessus, quelques jeunes poireaux autour et terminez par la vinaigrette aux amandes. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.